Salut tout le monde, c'est Pierre-Marc. Aujourd'hui, on va parler de certains types d'orages. Surtout, je vais essayer d'expliquer la différence entre ces types pour que l'observation de ceux-ci soit plus facile. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit j'aime si vous appréciez ce contenu. Alors, sans plus tarder, on y va. Chaque été, on a des orages violents, évidemment. Les orages viennent avec toutes sortes de formes et de structures. Savez-vous bien les différencier? Ce n'est pas toujours évident, mais je vais tenter de vous guider au travers de tout ça avec la présentation qui suit. Pour ce faire, je vais utiliser des images que j'ai prises au fil du temps ainsi que des images radar comme exemple. Dans cette capsule, on va se concentrer sur la différence entre les orages produisant un front de rafale qui sont dominés par leur courant descendant et les orages supercellulaires qui ont des chances de produire des tornades. On va commencer par les orages dominés par leur courant descendant. Donc, voici un schéma conceptuel de ce type d'orage vu par le côté. Le front de rafale va se former tout près d'un nuage qu'on va appeler arcus. Cet arcus est la zone limite où la condensation entre l'air chaud sur le devant de l'orage et l'air froid derrière qui sort de l'orage. Ces phénomènes vont se former au stade de la vie d'un orage où celui-ci sera dominé par les courants descendants. À ce moment-là, les chances de tornade sont très faibles. Dans certains cas, elles peuvent survenir cependant, comme ce fut le cas à Saint-Raphaël sur la rive sud de Québec le 23 juin 2025. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre capsule. Voici une image prise il y a quelques années à Saint-Alexis de Montcalm dans l'Anaudière par moi-même et mon ami Jeff Lacroix. On va maintenant superposer le modèle conceptuel avec l'image pour avoir une idée de ce que ça donne en temps réel. Les fronts de rafale vont parfois présenter des aspects lugubres avec des nuages en lambeaux. Ces nuages, bien qu'inoffensifs, sont souvent confondus avec des nuages en entonnoir, signe précurseur de tornades. Ces nuages sont nommés panus ou, en anglais, des scuds et peuvent être connectés ou non à la base du nuage. Ces nuages sont parfois même en mouvement et en mouvement vers le haut ou le bas, mais jamais vraiment de rotation. C'est dû à la grande turbulence présente à cause de la friction à la limite de l'air chaud qui monte et de l'air froid qui descend. La grande majorité du temps, les phénomènes de temps violents associés à ces orages seront des fortes rafales de 90 km/h et plus, ainsi que de la grêle et des pluies torrentielles. Cet orage en particulier avait produit des vents mesurés à 110 km/h. Voici une image d'un front de rafale, mais vu d'en dessous. À noter que tout juste à la limite des nuages, sous le front de rafale, il y a plein de petits nuages en pointe. C'est un exemple typique de nuages Panus ou Scud qui peuvent être pris pour des nuages en entonnoir, mais qui n'en sont pas. Dans le jargon anglophone de chasseurs de tempêtes, on appelle ça des scary looking clouds, des nuages qui font peur, mais qui ne sont pas dangereux par eux-mêmes. Sur une image de radar, on va voir un complexe orageux qui est fait sur le long, prenant souvent la forme d'un arc, mais parfois aussi seulement linéaire. Sur cette image radar, la ligne bleu pâle représente l'endroit où elle fait le front de rafale, où le front de rafale et l'arcus. Les flèches bleues foncées, elles indiquent le mouvement de l'air plus froid derrière l'orage et les flèches rouges, le mouvement de l'air plus chaud devant la ligne orageuse. Cet exemple est pris de la ligne d'orage violent qui a affecté la région de Québec lors des festivités de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin 2025. Visuellement parlant, les fronts de rafale et arcus couvrent aussi une grande distance, généralement plusieurs dizaines de kilomètres et même parfois des centaines, contrairement aux supercellules et leurs mésocyclones qui sont beaucoup plus petits. Cette image est un bel exemple de la distance couverte par le système orageux. Passons maintenant aux orages supercellulaires.
Voici le schéma d'une supercellule. Ce type d'orage est caractérisé par son courant ascendant en rotation, aussi appelé mésocyclone. Pour qu'une supercellule se forme, on a besoin des trois ingrédients de base pour la formation des orages, qui sont l'instabilité, l'humidité, le soulèvement, mais aussi d'un quatrième élément qu'on appelle le cisaillement des vents. Le cisaillement peut être divisé en deux composantes. Le cisaillement profond, qui calcule la différence en vitesse des vents à partir du sol jusqu'à une altitude de 6 km en moyenne. Le cisaillement profond minimal doit être d'environ 30 nœuds, mais une valeur optimale est d'environ 40 nœuds. Il y a aussi le cisaillement directionnel. Celui-ci est le changement de direction des vents avec l'altitude à partir du sol. Disons que le vent au sol souffle de l'ouest et que c'est pareil en altitude. Il n'y a pas de changement de direction, donc pas de cisaillement directionnel. Mais si le vent au sol souffle du sud-est et qu'il souffle de l'ouest en altitude, c'est là qu'on a un bon cisaillement directionnel. Ça aide grandement à former le tourbillon dans l'atmosphère. Voici à quoi ça ressemble quand on met tout ça ensemble. Mais maintenant, à quoi ça ressemble visuellement sur le terrain? Voici la réponse. On voit ici toutes les caractéristiques d'un orage supercellulaire. On va superposer tout ce qu'on peut y voir maintenant. Alors voilà, juste en dessous du mésocyclone, on note le nuage mûr ou le wild cloud en anglais. Celui-ci se forme à l'endroit où les courants ascendants sont les plus forts. Et lorsque l'air ambiant qui est refroidi et humidifié par les précipitations des courants descendants non loin, la saturation de l'air est plus facile car la température baisse et le point de rosée augmente à cet endroit. Les nuages se condensent avec l'effet d'entraînement de l'air. Si la rotation devient plus forte et dans l'orage et qu'une tornade doit se former, ce sera dans cette région. À droite, on peut voir le cœur de précipitation de l'orage et la ligne pointillée rouge et bleue démarque la zone entre ces précipitations et l'endroit où l'influx d'air chaud devant l'orage se dirige dans le mésocyclone. Les courants descendants du flanc arrière ou RFD, abréviation de Rear Flank Downdraft en anglais, est plus froid et sec et est situé derrière la majeure partie du mésocyclone. On voit le RFD comme une zone très claire dans les nuages et où il peut aussi tomber des précipitations. Le RFD joue un rôle très important dans la formation des précipitations puisque celui-ci va parfois s'enrouler autour du wild cloud et créer l'étincelle qui va accélérer la rotation d'une supercellule et ainsi former une tornade. Cependant, si l'air qui descend du RFD est trop froide, il ne se passera probablement rien car l'air trop froide a tendance à couper le courant ascendant. La base du mésocyclone, elle, tend souvent à prendre une forme de fer à cheval. C'est souvent le cas lorsqu'une supercellule arrive à maturité. Il s'agit en fait du front du courant descendant de flanc arrière. Ça démarque aussi la zone qui aide à s'envelopper autour du mésocyclone pour la formation du nuage mûr. Voici l'image radar d'une supercellule qui a donné 2 tornades le 19 juin 2025, celle de Lefebvre et Danville. J'ai superposé encore une fois le schéma concept pour donner une idée de ce quoi le visuel ressemble quand c'est superposé sur une image radar. L'endroit où c'est indiqué TOR et NM veulent dire que c'est l'endroit où le nuage mûr va se former, ainsi que la zone où la tornade peut se former. Alors voilà, ça conclut la capsule pour aider à faire la différence entre les orages dominés par leur courant descendant et les orages supercellulaires. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. À bientôt!